Bonjour et bienvenue dans cet entretien que j'ai la chance d'avoir aujourd'hui avec Emmanuel Piquet sur la question du harcèlement scolaire. Merci Emmanuel d'avoir répondu à mon invitation. Je vous en prie, ça me fait très plaisir. Je me sens, je vous le dis tout de suite, toute intimidée de recevoir Emmanuel aujourd'hui parce qu'Emmanuel, pour moi, est une figure dès qu'on parle de harcèlement scolaire, on parle d'Emmanuel Piquet et c'est la première personne dont j'ai pris connaissance du travail au moment où je me suis moi-même posé des questions pour mon fils qui avait des soucis au collège. Et donc, j'ai tout de suite me suis procuré les ouvrages d'Emmanuel et en particulier celui-ci que je vous conseille particulièrement quand vous travaillez directement avec un enfant. Je me défends du harcèlement parce que, évidemment, les autres, je les ai lus de mon côté ou écoutés. Mais celui-ci, il est à lire directement avec un jeune d'un certain âge quand même, c'est pas pour les enfants de 7 ans, mais ça donne des aspects concrets et pratiques pour inspirer l'enfant. Et ça répond en particulier à l'approche d'Emmanuel Piquet sur le fait que l'idée, c'est réellement de redonner son pouvoir à l'enfant. C'est ce qui m'a énormément plu dans cette approche. Est-ce que vous voulez nous en parler un peu? Oui, c'est exactement ça. C'est-à-dire que, en fait, nous, notre première proposition, déjà, c'est de se mettre à hauteur d'enfant. C'est-à-dire que, un des problèmes, de mon point de vue, que rencontre la lutte contre ce fléau, c'est que on le regarde avec un peu des lunettes d'adulte et de notre hauteur d'adulte, ce qui nous rend un peu myope, en fait, parce qu'on voit pas les choses de façon aussi précise que les enfants qui sont pris dans ce cercle vicieux abominable. Et du coup, comme on a ce regard un peu myope, ben voilà, on regarde les choses de façon, à mon avis, un peu biaisée. Et du coup, on apporte des solutions qui sont un peu biaisées aussi, enfin, qui sont à notre hauteur, en fait, tout simplement, qui ne sont pas à hauteur d'enfant et donc qui ne peuvent pas s'approprier, au fond, d'une certaine façon, ni, euh, ni sur le moment, de façon résolutoire, ni non plus en termes d'apprentissage à moyen ou long terme. Donc, en effet, on va être à hauteur d'enfant. Et à hauteur d'enfant, ça veut dire, comme vous le dites très bien, ça veut dire qu'en effet, notre deuxième proposition, c'est de nous mettre accroupis, au fond, à côté d'eux, pour les aider à faire changer l'inconfort de côté, en fait, dans ces situations de harcèlement. Exactement. Et cette phrase qui m'a tellement marquée, c'est pour ça que, en fait, en y repensant, je conseille les deux. C'est-à-dire, en tant qu'adulte, il y a quand même un changement de posture par rapport à ce qu'on peut, j'allais dire naturellement, mais pas naturellement, en fait, par rapport à ce qu'on peut voir habituellement et que du coup, on aura tendance à adopter, en tout cas quand on n'est pas sensibilisé à d'autres approches, un changement de posture qui est, bien sûr que c'est terrible pour moi de voir un enfant souffrir, que je sois parent ou professionnel de l'éducation. Et donc, j'aurais envie directement de le protéger. Mais ce changement de posture, grâce à vos livres, moi, j'aime beaucoup cette phrase de je me mets à côté de l'enfant et pas entre mon enfant et le monde, quoi. Oui, alors que vraiment, en effet, vous avez raison, poussé par nos émotions, notamment quand on est parent, il faut bien l'admettre, et c'est logique, hein, puisque aucun parent, en fait, ne peut supporter cette idée qu'on n'aime pas son propre enfant. C'est une idée, c'est absolument impensable, enfin, je veux dire, puisqu'il n'a que des qualités. Non, je plaisante. Non, mais donc, en effet, c'est vraiment quelque chose de très douloureux. Moi, je trouve que c'est animal, hein, comme souffrance, d'imaginer son enfant isolé, moqué, humilié, racketté, enfin, bref, brutalisé. C'est quelque chose d'absolument indicible, je trouve. Et donc, ça crée chez nous des émotions extrêmement fortes, de la colère, de la peur, de la tristesse, enfin, vraiment un espèce de maelstrom, on va dire, émotionnel. Et ces émotions nous poussent, au fond, à nous mettre, comme vous le disiez très bien, entre eux et leur harceleur. Vraiment, et c'est parfaitement logique, enfin, je veux dire, c'est extrêmement légitime, enfin, voilà, pour que ça cesse, tout simplement, pour que ça cesse immédiatement. Le problème, c'est que c'est souvent improductif et souvent même aggravant, en fait, parce que ça renforce d'une certaine façon la vulnérabilité de l'enfant qui est déjà dans cette souffrance-là. Or, c'est bien de cette vulnérabilité que va se nourrir le harcèlement. Euh, et c'est généralement, en fait, de la souffrance perçue chez l'enfant harcelé que va se nourrir également le harcèlement parce que en constatant que l'enfant harcelé souffre, le harceleur se dit, ça y est, j'ai réussi mon coup. Et ça, c'est pareil, c'est un impensé institutionnel, c'est-à-dire que contrairement à ce que nous assène une petite musique un tout petit peu agaçante, je trouve, en ce moment, au moment où il harcèle, l'enfant harceleur éprouve une seule émotion, c'est le plaisir. Mm.
c'est un plaisir qui n'est pas moral, mais peu importe, je veux dire, en l'espèce, dans ce qui nous intéresse, en fait, en termes de résolution. C'est un plaisir qui est lié à l'emprise, en fait, à la sensation de puissance, à cette perception qu'ils ont de l'impact considérable qu'ils ont sur le destin d'un autre enfant, et par ailleurs d'une meute ricanante, hein, ce qui ne gâche rien au plaisir. Et donc, c'est un plaisir très fort, c'est un plaisir très singulier, qui a assez peu d'équivalent, en fait. Et il est associé, ce plaisir, au fond, à une sensation de sécurisation, c'est-à-dire qu'ils se disent, à juste titre, si je harcèle, j'ai moins de probabilité d'être harcelé moi-même. Bien sûr. Ça fait quand même un double facteur vraiment de maintien de ce cercle vicieux, de leur point de vue à eux, un double facteur extrêmement puissant. Et je m'interroge, puisque je constate avec vous que, en effet, l'éducation nationale n'a de cesse de parler à cette personne, le harceleur, en lui disant tu dois arrêter car c'est mal, car nanana, je ne sais pas quoi, enfin bref, en le moralisant et en le menaçant de sanctions, alors qu'il n'a aucun intérêt à arrêter. Mm, Alors, mm. je pense que en primaire, c'est un peu différent parce qu'en primaire, euh, ils ont encore, d'une certaine manière, une estime très forte pour l'adulte, hein, et notamment pour l'enseignant. C'est beaucoup moins vrai au collège. Et moi, pour moi, au collège, c'est absolument inopérant parce qu'il n'y a aucun facteur qui vient contrebalancer ce plaisir et cette sécurisation. Or, moi, je dis juste que ceux qui ont vraiment, eux, pour le coup, intérêt à ce que le harcèlement s'arrête, ce sont les enfants harcelés et également bah, par ricochet leur famille. Bien sûr. Et donc ça fait écho aux méthodes de Palo Alto, c'est-à-dire on implique celui qui a le plus intérêt à ce que la solution change, à ce que la situation change. Ouais, Mais bien sûr. évidemment, parce que pour mettre en place des choses différentes sur un plan comportemental et fondamental, il faut souffrir de la situation, sinon on n'a aucune raison. Enfin, c'est vraiment enfin, le levier de changement, je dirais, le plus puissant, le meilleur effet de levier qu'on puisse avoir, c'est par quelqu'un qui souffre et qui veut que ça s'arrête, en fait. Mm. Et d'ailleurs, les enfants harcelés, nous, on en reçoit à peu près 600 par an aujourd'hui, hein, des enfants et des adolescents harcelés. Donc, on a, je pense, la base de données quantitative la plus fournie d'Europe francophone. Très clairement, eh bien, c'est ce qu'ils disent, en fait. Ils disent, moi, j'en peux plus. Je suis prêt à vraiment faire beaucoup de choses pour que ça s'arrête. Bien sûr. Alors qu'en fait, les harceleurs sont prêts à faire absolument rien pour que ça s'arrête, parce Mm. qu'ils n'ont aucun intérêt à ça. Oui, c'est ça. Ce qui ne veut pas dire que les harceleurs sont pas, eux, dans une posture dans leur vie où ils souffrent et qui expliquerait leur comportement, mais ils souffrent pas du harcèlement. Pas du tout. Et c'est Exactement. ça qui est Au très important. contraire même, c'est presque une stratégie pour récupérer une posture de pouvoir ou de quelque chose pour compenser un mal-être ailleurs, peut-être. Peut-être, je ne sais pas, Peut-être hein, ou je peut-être suis pas, mais ça pas dépend. Ouais. compétente pour le déterminer. Je constate quand même quelque chose de très intéressant, c'est que nous, en 15 ans de pratique clinique, et on est quand même une trentaine, donc ça fait quand même du monde, hein, je veux dire, sur ce sujet-là, on n'a jamais reçu d'enfant harceleur en Mm. consultation. Ni de parents d'enfants harceleurs. C'est ça que je trouve intéressant aussi. Mm. Ouais, il y a peut-être aussi une honte hein, autour de ça qui fait que c'est moins facile d'aller voir, mais bon. Aucun, effectivement, il y a une question. Ouais. Tout à fait. Et donc la honte est plus forte que la souffrance de l'enfant harcelé en face, hein, donc, si tant est qu'en Donc, effet. oui, c'est ça. C'est ça. Donc, enfin, moi, je trouve ça intéressant parce que souvent, j'ai des parents qui, en conférence, me posent la question. Qu'est-ce qu'on fait si on a l'impression que peut-être potentiellement son enfant est harceleur, mais il lève la main en conférence en disant c'est pour une amie. Non, je plaisante. Mais ils viennent pas consulter, vous voyez. Et donc, ça veut bien dire, et c'est pas du tout un reproche que je leur fais, je ne suis pas du tout dans le reproche, loin de là. Je dis juste que je pense que tout le monde perçoit bien qu'au fond, la souffrance de l'enfant harceleur, elle n'est pas au moment du harcèlement, en effet. Et donc, quand je dis qu'on n'a jamais reçu d'enfant harceleur, il est vraisemblable qu'on en a reçu, mais pas du tout pour ça. Pour d'autres À sujets. aucun moment, aucun enfant ne nous a dit, et aucun parent ne nous a dit, je voudrais que vous nous aidiez parce que notre enfant est harceleur, ou évidemment, aucun enfant m'a dit, est-ce que tu peux m'aider à arrêter de harceler parce que vraiment, ça me fait super souffrir. Oui, bien sûr, bien sûr. Ok, donc l'idée c'est on va développer les compétences de l'enfant victime pour qu'il puisse répondre à son harceleur et plus se retrouver dans cette posture-là. D'ailleurs, le terme de posture n'est pas innocent puisque ne serait-ce que la posture, ça change tout. Hein. Dans ce que vous dites, il y a 50% des enfants qui, ne serait-ce qu'en changement de posture, bah, ils n'ont même pas besoin de décocher les flèches qu'ils ont apprises avec vous. La, la- Après, évidemment, les parents qui nous écoutent, les professionnels qui nous écoutent vont se dire, oui, mais enfin, c'est bien gentil. Quand on dit à un enfant, grosso modo, vas-y, défends-toi, on pourrait le traduire comme ça. Il n'en a pas la capacité à ce moment-là. Il est inquiet. Et c'est bien ce que vous dites, c'est,
On se met pas entre lui et le monde, on le protège pas, ça veut pas dire qu'on le laisse tout seul. On se met à côté de lui pour l'entraîner à développer les compétences. C'est en ce sens-là que moi je me suis dit, en fait, cette situation, ça peut devenir aussi une opportunité, en fait. Oui, c'est ça. C'est-à-dire que il est en aucune façon question d'abandonner l'enfant harcelé à son triste sort. Évidemment pas. Notre rôle d'adulte, qu'adulte qu'on soit, c'est bien en effet l'aider à faire en sorte que tout ça se calme largement. Euh, mais donc, c'est la raison pour laquelle, en effet, on va plutôt élaborer avec eux des façons de faire extrêmement concrètes, toujours très sur mesure. C'est-à-dire que on va jamais proposer une même stratégie à deux enfants différents. Et ça vient de ce qu'on disait au tout début, c'est-à-dire ce côté très, moi c'est ce que je dis à mes étudiants toujours, je leur dis, je veux que vous soyez en plongée sous-marine avec l'enfant dans sa réalité de la cour d'école, de collège, de lycée. Je veux connaître la couleur des chaussettes du harceleur parce que c'est à partir de tous ces éléments qu'il va me donner, que je vais glaner au cours de mon entretien, que je vais pouvoir avec lui construire quelque chose qui va faire tomber de son piédestal l'enfant harceleur. Et en fait, je crois que c'est hyper intéressant, vraiment, cette idée du sur-mesure, et c'est très Palo Alto aussi, ça, hein, c'est vraiment de se dire, voilà, il n'y a pas de mode d'emploi, il n'y a absolument pas de solution toute faite. Moi, je crois vraiment pas au mode d'emploi. Je pense que c'est très dangereux en matière de relations humaines, en fait, parce que c'est par définition ultra vivant et ultra mouvant voilà, et très volatile. Et faire entrer ça dans un tableau Excel, je parle à l'ingénieur que vous êtes, ça marche pas en fait. Et c'est bien pour ça d'ailleurs qu'un certain nombre de préventions en la matière échouent de mon point de vue parce que, parce que encore une fois, il y a des choses qui évoluent, qui changent et sur lesquelles on n'a pas exactement de cadrage comme ça rationnel possible. Et donc, ce que, en effet, il se passe, c'est que lorsqu'on a élaborer une stratégie, je leur ai dit, très concrète, très contextualisée. C'est-à-dire que je vais dire, tiens, la prochaine fois que lui va venir te dire ça, c'est-à-dire demain, toi alors, tu vas lui répondre ça. Si jamais il rétorque ça, tu vas alors lui répondre ça. Si jamais, et je reboucle 3 fois. Et s'il n'est pas d'accord, évidemment, on change. On dit, alors, donc, on va essayer autre chose. Alors, ça, tu pourras lui répondre ça. Et puis, jusqu'à ce qu'il valide. Et quand il valide, alors, on est d'accord sur le scénario. Et là, entraînement. Mais entraînement, moi, je veux dire, je passe ma vie quand même à insulter des enfants. C'est mon métier. Je suis payée pour ça. Non, c'est horrible. Non, mais c'est vrai que je les entraîne beaucoup parce que je veux que ça sorte de façon extrêmement naturelle. Parce que s'ils commencent à bégayer, trembler, rougir, en effet, la posture, comme vous disiez, ne sera pas la bonne. Ce qu'on dit, nous, simplement, c'est que le simple fait de sortir de nos cabinets en s'étant entraînés, puis de s'entraîner ensuite avec les parents, parce que moi, je mobilise beaucoup les parents pour qu'ils entraînent leurs enfants, euh, eh bien, ça fait qu'ils ont effectivement ce changement de posture dont vous parlez. Et c'est-à-dire qu'ils arrivent l'après-midi même dans la cour de récréation avec une attitude absolument différente, sans même qu'ils en aient conscience, parce que bien évidemment, vous le dites très bien, si je dis à un gamin, redresse-toi, lève la tête, mets tes épaules en arrière, et puis, je veux dire, s'il a peur, il ne le fera pas. Mais le fait de savoir ce qu'il va pouvoir répondre, ce qu'il va pouvoir faire, fait que cette posture, il l'a naturellement, sans même que je le lui demande, quoi. Et au fond, ça vient également répondre à quelque chose qui est très important de mon point de vue, c'est que les enfants harceleurs ne vont pas choisir les enfants qui vont harceler par hasard. Ils sont très observateurs, ils sont très doués interactionnellement, en fait, hein, d'une certaine façon. Et donc, ils vont présumer de la vulnérabilité d'un certain nombre d'autres enfants. Ils vont souvent présumer à juste titre, je veux dire, à raison. Ils présument juste souvent les enfants harceleurs et ils présument en fonction de la posture. C'est-à-dire que si je montre 5 enfants sur une photo à des adultes en disant, à votre avis, lequel de ces 5 est harcelé, et si je mets les poncifs habituels de l'éducation nationale, c'est-à-dire un roux, un gros, un à lunettes Ah et oui. un... Là, les avis vont être relativement distribués. Tout le monde va me dire, bah, lui parce qu'il est gros, si on est grossophobe ou pas. Elle parce qu'elle est rousse, lui parce qu'il est... Bon, bref. En revanche, si je montre cette même photo à des enfants du même âge, ils vont tous se mettre d'accord sur un et ils diront c'est lui et ce ne sera pas une question ni de lunettes, ni de rousseur de cheveux, Mhm. ni
une question de posture, en fait. bien Ils sûr. le sentent, ils ont un radar tout à fait développé pour ça, qu'on perd hein, avec l'âge. Nous, on l'a par définition, parce que professionnellement, on est obligé de le garder en tête, et on sait dire, en effet, hein, voilà, grosso modo, à la posture, s'il y a en effet souffrance relationnelle ou pas. Et donc, euh, je pense que ça vient aussi, et c'est très important pour moi que les parents entendent ça, militer contre quelque chose qui me semble grave, hein, c'est une espèce de discours, encore une fois, un peu lénifiant, qui ne part de rien, hein. Souvent, c'est quand même des choses qui n'ont pas d'étayage, hein. Je veux dire, il y a zéro étayage, ni en amont, ni en aval. Il y a des gens qui parlent de harcèlement, on ne sait pas pourquoi. On ne sait pas d'où ils parlent, en fait, hein, très clairement. Et qui, en substance, disent les enfants qui se font harceler sont des enfants différents, donc ils sont gros, roux, maigres, handicapés, mal habillés, enfin pauvres, tout ça. Et je pense que c'est mais totalement faux. C'est-à-dire que moi, je connais plein d'enfants gros et roux qui ne se font pas harceler, vraiment pas. Et vraiment, il y en a qui ont essayé et ça s'est mal passé pour eux, je pense. Et puis, il y a plein d'enfants qui n'ont pas d'aspérité spécifique, ni physique, ni autre, ni de style, ni de je sais pas quoi, et qui se font harceler de façon terrible. Et je crois, pourquoi je milite contre ça? Parce que je pense que ce discours-là, imaginons un enfant gros et roux bien dans sa peau, imaginons un truc fou. Donc, le gamin, malgré l'ambiance grossophobe et le fait que la rousseur est visiblement un défaut pour l'éducation nationale, il est bien dans sa peau. Et donc, il rentre dans la voiture de sa mère le matin et il écoute France Inter. Et là, il y a un psy qui dit, voilà, les enfants roux et gros se feront beaucoup plus harcelés que les autres. Euh, Mm. et ben, il arrive dans la cour d'école dans un état de vulnérabilité qui, de mon point de vue, facilite le harcèlement, en fait. Donc, Eh oui. c'est la problématique. Et je pense que c'est hyper important de dire deux choses, de dire que les enfants harcelés sont des enfants qui souvent sont vulnérables à un instant T pour plein de raisons, qui peuvent leur être personnelles ou autres. Et que donc, ça veut dire que n'importe quel enfant peut être harcelé. Mais j'ajoute que les enfants harceleurs ne sont pas des psychopathes et ce ne sont pas non plus des enfants de psychopathes. Ce sont vos enfants. Mm, mm, mm. Mm. Alors, ce que vous dites là, quand même, il y a de plus en plus de gens qui, enfin, peut-être parce que je me renseigne, je sais pas, et que du coup, c'est un biais de confirmation de ce que j'entends de gens qui sont un peu éclairés, mais aujourd'hui, quand même, il y a peu de gens qui continuent à dire qu'on est harcelé parce qu'on est roux, quoi. En général, maintenant, les gens sont d'accord sur le fait qu'on peut être harcelé sans qu'il y ait de raison et que la différence qu'on peut montrer n'est qu'un prétexte. Enfin, voilà, j'espère en tout cas que, que de plus en plus de gens sont... J'aimerais bien, je pense que c'est soit les gens éclairés, en effet, qui lisent, qui se renseignent sur le sujet, qui regardent des choses étayées, en fait, par des sciences humaines, hein, on est bien d'accord, ou des parents qui ont eu des enfants harcelés, qui n'ont pas d'aspérité spécifique, qui pensent ça. Mais très sincèrement, moi, je trouve quand même que vous regardez chaque clip de l'éducation nationale, chaque information là-dessus, à chaque fois, on a des espèces de stéréotypes, de profils types d'enfants harcelés, quoi. Mm. Et ce sont des enfants dits différents. Et en fait, enfin, je veux dire, moi, je travaille avec pas mal de médecins sur, par exemple, l'obésité pédiatrique. Bien entendu que les enfants en surpoids, voilà, sont des Bien sûr. cibles plus, Comme les euh, enfants qui bégayent ou etc. oui, les enfants qui bégayent, je ne suis pas sûre en fait, mais en tout cas, les enfants obèses, c'est clair, je crois il y a un chiffrage là-dessus. En tout cas, je veux dire, les enfants en deuxième ou troisième motif, je crois, ils parlent de leur poids, en fait, en disant on se moque de mon poids. Donc, ça, c'est une réalité qui va dans un sens, mais qui n'est pas un lien de corrélation. Moi, ce que je crois, c'est que les enfants gros ne se font pas harceler parce qu'ils sont gros, mais ils se font harceler parce que être gros est un problème pour eux. Mm. Or, c'est un problème pour eux parce que c'est un problème pour la société, en fait. Mm, Donc, mm, c'est ça, je trouve, qu'il faut interroger, en fait. Beaucoup plus que, par exemple, bègue. Voilà, on est beaucoup moins bégophobe que grossophobe mm, dans ce métier, mm, de toute façon. Ok, j'entends ce que vous dites. Euh, du coup, pour en revenir à comment aider nos enfants à faire face, moi, je plaide pour ce que je considère être la magie de l'approche, c'est-à-dire le fait que on aide l'enfant donc à reconnecter à son propre pouvoir et à avoir la fierté de se sortir lui-même de la situation et à développer des compétences au passage. J'ai tout à fait conscience en disant ça et je prends des gants que c'est pas toujours facile, que aller chercher cette force-là à l'intérieur. euh, Parfois, l'enfant n'est pas dans une posture où c'est possible pour lui et cherche absolument pas à culpabiliser ni les parents ni les enfants qui n'en ont pas la force à ce moment-là, parce que c'est quand même sacrément difficile dans certaines situations. Euh, ce que je
qui m'interpelle dans ce que vous dites sur la plongée de vos étudiants dans la réalité de la victime, c'est que, et la créativité et le sur-mesure, c'est que du coup, c'est sacrément difficile quand on n'est pas spécialiste. Oui. Oui, moi je crois que c'est un métier, vraiment. Je crois que nous, lorsqu'on forme une brigade anti-harcèlement dans un bassin donné, par exemple, de l'éducation nationale, euh, c'est à peu près 10 journées de formation, dont beaucoup d'heures de supervision collective pour enraciner, au fond, voilà, les principes et puis les réflexes ensuite opérationnels. C'est un métier complexe, ça demande, je trouve, une énergie émotionnelle assez forte parce que c'est horrible en fait d'entendre des histoires Mmh. comme ça. Et donc, moi, je pense qu'il faut absolument pas former tout le monde. Je crois qu'il faut former au sein de l'éducation nationale des professionnels, et il y en a hein, beaucoup, qui ont envie de se former, qui ont envie d'y consacrer du temps et une énergie et des émotions, quoi. Euh, et ça se fait pas comme ça. Parce que le risque, en effet, comme on disait tout à l'heure, c'est justement de ne pas faire du sur-mesure, de faire du copier-coller. Et là, ça fonctionne pas, en fait, parce que Mmh. c'est pas accolé aux contraintes de l'enfant, à ce dont il est capable, comme vous disiez très bien. J'ai une petite fille, là, il y a pas longtemps, franchement, enfin voilà, donc très réservée, très timide, très renfermée, etc. Et il y avait un gamin qui lui tournait autour, un peu comme un espèce de moustique. Elle était en sixième, hein, euh, toutes les récrés en lui disant comment ça va Pouki, tu vas bien Pouki, ça va bien Pouki, donc Pouki étant donc un diminutif de Poucave, Grave, euh, ouais. et parce que Rapporteur. une Mmh. gamine un peu, bon, voilà, plus du côté des enseignants que des élèves, dans un premier temps en tout cas de sa scolarité, et donc ça lui était resté comme surnom, et donc il courait autour d'elle, et elle n'en pouvait plus, parce qu'en plus non seulement c'était très pénible, mais en plus elle ne pouvait pas créer de lien avec les autres en fait, donc vraiment elle était très malheureuse de ça. Et il le faisait pratiquement à chaque récré, quoi. Donc, voilà, elle est allée voir la vie scolaire qui avait dit, bon, bah, ça va, c'est pas non plus très grave. Il te demande comment ça va. Donc, c'est pas non plus horrible. Ce à quoi il avait rétorqué, en effet, je lui demande juste comment ça va, Pouki. Bon, bref. Donc, je lui dis, Rose, chérie, est-ce que tu crois que tu peux juste, parce que je me dis, il faut que j'y aille doucement, hein, parce qu'elle est très, très réservée. Donc, je lui dis, est-ce que tu penses que tu peux juste pencher la tête comme ça, le regarder et lui dire, d'un air un peu chatte, je vais super bien. Et toi, chérie? Donc, c'était pas non plus, Coralie, on est d'accord, une violence extrême, hein. On était quand même sur quelque chose de très mesuré. Et là, elle se met à pleurer. Elle me dit, je pourrais pas, je pourrais jamais dire ça. Je lui dis, OK, on va pas le faire, du coup. Bien entendu qu'on va pas le faire, chérie. Et je lui dis, est-ce que tu penses que tu peux juste le regarder en penchant la tête d'un air un peu chatte, en pensant la phrase que je viens de te dire, juste en le regardant dans les yeux? Et là, elle a pris, c'était compliqué, hein. Elle a pris, et donc là, je lui tournais autour en criant Pouki. Non, mais je vous jure, hein, mon métier est quand même très intéressant. Et donc, j'ai attendu que le regard soit celui que je souhaitais euh, pour lui dire, bah, c'est bon, donc maintenant, il faut que tu t'entraînes à se regarder dans ta glace, quoi. Il faut vraiment que tu regardes dans la glace en pensant ça, je vais super bien, chérie, et toi? Et là, alors voilà, typiquement Rose, c'est typiquement un cas, je trouve ça absolument étonnant, où il a arrêté de lui courir autour dès le lendemain, en fait. Alors même qu'elle n'a rien fait, hein. Elle a Mmh. juste rien fait. Donc, il faut qu'on s'adapte. Je veux dire, un gamin qui dit je peux pas, alors on va trouver autre chose. Mais on le lâche pas, et on fait vraiment du sur-mesure. C'est pour ça que d'autres spécialistes, hein, en effet, travaillent sur le même sujet que nous et proposent des choses que je trouve un peu protocolisées. Et moi, ça m'ennuie parce que je pense que vraiment, il faut absolument rien de rigide. Il faut être d'une souplesse absolue sur la concrétisation, au fond, de ce virage à 180 degrés qu'on propose aux enfants harcelés. Ok, très bien. Bah, merci beaucoup. Et puis j'adore l'exemple. J'ai quand même une dernière question, c'est que vous dites que vous avez du coup formé des gens au sein de l'éducation nationale. L'éducation nationale, globalement, quand les établissements en sont effectivement formés, ce qui est de plus en plus le cas, c'est la méthode de la préoccupation partagée. Si moi je suis parent, comment je peux savoir s'il y a quelqu'un formé à vos méthodes dans l'entourage de mon enfant? Alors, on est bien clair, hein, vous avez raison, l'éducation nationale euh, vraiment préconise depuis maintenant 5 ans la méthode de la préoccupation partagée, qui est exactement à l'opposé de ce que nous préconisons, vraiment à l'opposé. Je veux dire, ça ne peut pas être plus, pas être plus opposé. Nous sommes d'accord sur un seul point, en fait, avec les tenants de cette approche, c'est que la sanction est inopérante. Mais ça, c'est parce que c'est documenté de façon scientifique. C'est déjà pas mal quand même, hein. Ce qui est déjà énorme. Non, mais c'est pour ça que je le précise, parce que c'est déjà énorme. Euh,
Maintenant, à partir de là, on est totalement opposés puisque eux parlent beaucoup aux harceleurs, essentiellement, exclusivement aux harceleurs, ne font pas du tout participer l'enfant harcelé à la résolution. Et puis, pardon, mais au bout d'un moment, si ça fonctionne pas, l'idée, c'est quand même de sanctionner. Donc, voilà. Donc, vraiment, on est vraiment à l'opposé. Euh, alors, donc nous, on n'est vraiment pas du tout, on est plutôt dans la résistance hein, que dans le mainstream au niveau de l'éducation nationale. Maintenant, j'étais il n'y a pas longtemps avec l'enseignement catholique. Eux, en revanche, sont vraiment très, très intéressés par ça. Et là, tous leurs chefs d'établissement vont être sensibilisés, en effet, à l'école de Palo Alto, parce que eux, ils sont plutôt pas très fans, en fait, hein, de la préoccupation partagée. Et en fait, ce qui se passe pour nous, c'est que dans un certain nombre d'établissements, quand en effet le chef d'établissement, la CPE par exemple, l'infirmière scolaire, la psychologue scolaire, enfin voilà, une partie voilà, de ces populations transverses, de ces professionnels de mission transversale ont envie d'élaborer un projet de formation à l'école de Palo Alto, on fait des choses absolument magiques en local. Mais c'est pas l'école de Palo Alto, c'est pas quelque chose vous voyez, qui correspond à une démarche descendante. Ça fonctionne pas comme ça. C'est beaucoup trop souple, beaucoup trop, encore une fois, sur mesure. Et en plus, ça demande beaucoup d'investissement. Donc, il faut vraiment que ça soit porté par une volonté du chef d'établissement. Sinon, ça fonctionne pas. Ok. Donc, dans ces cas-là, en tant que parent, si c'était le cas, je le saurais, quoi. Absolument. Ok. Je comprends. Très bien. Parfait. Ben, merci beaucoup pour toutes ces réponses, ces apports et cette perspective autre qui nous ouvre un univers. Merci beaucoup à vous, Coralie, et bravo pour votre sommet. Merci.